Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility. Au sommaire de cette émission, les solutions apportées par le rétrofit. Passer au thermique, à l'électrique, tout en gardant la même voiture, c'est une substance que l'on propose. C'est comme ça qu'on le propose, le rétrofit. Une solution qui n'est pas nouvelle, mais qui commence à prendre de l'ampleur. Une filière rétrofit en train de se constituer. Le gouvernement vient de lancer une concertation sur le sujet et de mettre 20 millions d'euros pour aider les constructeurs dans cette nouvelle filière. On parlera aussi économie circulaire avec une entreprise lavalloise spécialisée dans l'échange standard de moteurs, de la culasse, les boîtes de vitesse aussi, et puis une activité labellisée Vert Échange Standard, réelle opportunité pour un environnement plus vertueux. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility. Les vraies voix Sud Radio. Et pour en parler, Damien Pichereau est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des affaires institutionnelles de Rêve Mobilities. Alors vous étiez député de la première circonscription de la Sarthe jusqu'en juin. Et vous avez, à l'époque, travaillé sur les sujets de la mobilité, particulièrement sur les réglementations concernant le rétrofit. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré plusieurs startups qui m'ont tous fait le même constat, c'est-à-dire que il y a des véhicules qui existent aujourd'hui, qui sont sur nos parcs, c'est 40 millions de véhicules en France qui sont thermiques, et plutôt que de construire de nouveaux véhicules, on pourrait tout simplement changer le moteur, qui est leur principal défaut en fait. Elles font du bruit, elles polluent, certes, c'est clair. Donc la solution de changer le moteur n'était pas autorisée, le rétrofit n'était pas autorisé à l'époque. Que j'ai alerté en tant que député, et on a pu changer la réglementation assez rapidement, honnêtement, avec le concours à l'époque d'Elisabeth Borne, et pour pouvoir permettre aujourd'hui d'avoir quelque chose qui est homologué, sécurisé. On a même probablement aujourd'hui la réglementation rétrofit la plus sécurisée en fait du monde, et ce qui nous permet finalement aussi de pouvoir envisager dès aujourd'hui de pouvoir exporter nos véhicules, parce que ce qui est homologable en France l'est aussi nécessairement en Belgique, en Allemagne par exemple. On va voir la réglementation dans quelques instants pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément ces mots de rétrofit. En fait, expliquez-nous le principe finalement. Alors, le principe est très simple, c'est qu'on change le moteur thermique par un moteur électrique. On enlève tout ce qui est échappement, on remplace la boîte de vitesse manuelle par une boîte automatique, donc on trouve aussi plus de confort finalement, et tout ceci est homologué. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui se fait dans un petit garage ou autre, c'est une vraie industrie qui est en train de se créer. Vous avez parlé de filière, c'est tout à fait vrai, c'est une vraie filière qui est en train de se créer en France et qui générera de l'emploi sur nos territoires, et ça fait du bien quand on parle toujours de réindustrialisation. Nous on l'a créé, l'industrie, en réalité on la rapporte pas, on est en train de la créer, et voilà, et c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux, extrêmement sécurisé et industriel. Et on parle bien sûr du thermique, on parle pas pour l'instant du diesel. Alors, tout ce qui est véhicule thermique en fait, donc essence ou diesel, là-dessus on n'a pas de souci, on peut changer. C'est la grande force finalement du rétrofit, c'est que je vais pas dire peu importe le véhicule, parce qu'il faut que le véhicule puisse être homologué. C'est un coût de développement qui est quand même assez important, on parle de millions d'euros en termes de développement de véhicules, donc il faut que derrière on ait aussi un certain volume de véhicules qui puissent être vendus. C'est là finalement qu'est le défi pour nous, c'est de comprendre quel type de véhicule aujourd'hui représente un intérêt à être rétrofité et à avoir un intérêt économique derrière. Alors c'est quoi justement le véhicule qui nécessite? Alors on parle de voitures qui ont quel âge en moyenne, parce que le coût aujourd'hui, le coût est important, et c'est ce qui pèse, en tout cas ce qui paye aujourd'hui. Ça coûte combien? Sur quelle voiture? Alors, je vais vous donner quelques idées. On est aujourd'hui sur la première cible qu'on avait lancée, c'était le véhicule ancien, en réalité, parce que notre président revenait des États-Unis avec un véhicule ancien, il pouvait pas rouler avec, donc il a lancé sa marque qui fait du véhicule ancien. Là, on est sur des véhicules très particuliers et qui coûtent effectivement aux alentours de 20-25 000 euros. On a ensuite parti sur le véhicule utilitaire. Pourquoi? Parce que les artisans font 86 km par jour, donc ils n'ont pas besoin d'avoir 200-300 km d'autonomie, et on peut leur proposer une offre plus basse qui sera finalement, selon le véhicule et selon son autonomie, puisqu'on a deux offres en termes d'autonomie, entre 15 000 et 27 000 euros
hors taxe. Je parle bien évidemment avant aide, il y a des aides derrière qui sont entre 5 000 et on peut même monter à plus de 10 000 euros sur les véhicules utilitaires. Mais est-ce que ça veut dire, pardon, je vous coupe, est-ce que ça veut dire que je viens demain avec ma voiture qui a à peu près une dizaine d'années, qui est thermique ou diesel, vous me changez forcément le moteur, vous me le rétrofitez, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas il existera dans l'avenir, et ça va me coûter combien? Est-ce que ce sera sur ma carte grise? Est-ce que ça va, est-ce que ce sera homologué? Est-ce qu'à la revente ça va être un avantage? Alors, si on prend par exemple une nouvelle offre qu'on lance aujourd'hui même, qui est l'offre sur les véhicules citadines, suite à la consultation justement dont vous parliez du gouvernement, on va lancer une offre et que vous venez par exemple nous voir avec une Clio, véhicule possédé par nombreux Français. Vous paierez moins de 10 000 euros. Aujourd'hui, aide déduite. Donc selon aussi les revenus des gens. Mais nous, notre objectif, c'est d'atteindre moins de 10 000 euros, 3 jours. Changement de carte grise, vous avez une carte grise qui devient électrique, ce qui vous permet derrière de circuler librement dans les zones à faible émission, d'avoir tous les avantages du véhicule électrique. Et 3 jours plus tard, vous repartez sans faire de bruit et sans émission et en pouvant rouler partout. Est-ce que ça veut dire que la cote de la voiture, est-ce que finalement à la revente, il y a un impact? C'est une donnée qu'on n'a pas encore aujourd'hui, sincèrement, parce qu'il n'y a pas assez de véhicules homologués sur le marché pour pouvoir dire oui, c'est un impact ou non. Est-ce qu'on peut imaginer on peut penser que oui, ça va avoir un impact. 10, tout comme 15, 20% peut-être de plus, voire même un peu plus. En fait, on a l'image, par exemple, des véhicules aménagés sur l'utilitaire, où on voit bien que la cote sur l'occasion, il y a un impact qui est fort. En fait, ils perdent effectivement de la valeur sur l'aménagement, mais par rapport à un véhicule non aménagé, la cote reste quand même beaucoup plus forte, et on peut imaginer que sur le véhicule rétrofité, ce sera la même chose. Et en plus, on aura des possibilités, au-delà du rétrofit, de changer les batteries par des batteries neuves, ce que ne permettent pas souvent, malheureusement, les véhicules électriques neufs. Nous, c'est un avantage, c'est que nos batteries sont fabriquées en France, à côté de Bordeaux, et on offrira la possibilité de pouvoir les changer au bout de 8-9 ans, quand elles ont atteint 80% de leur capacité, et donc elles sont considérées plutôt comme étant hors d'usage, et de les utiliser derrière pour d'autres usages. Autre chose importante, c'est que la fabrication de ces voitures électriques des constructeurs, c'est un coût, un impact sur l'environnement, et vous annoncez des chiffres qui sont vraiment intéressants. Tout à fait. En fait, c'est extrêmement vertueux. Pourquoi? Parce que les constructeurs sont dans une course à l'autonomie. Aujourd'hui, ils veulent atteindre 600 km d'autonomie, 700 km d'autonomie. Même sur le véhicule utilitaire, par exemple, la semaine dernière, on était au Salon des maires, les constructeurs cherchent à atteindre 300 km d'autonomie, et les maires nous disent, mais nous, on fait 60 km par jour. Donc en fait, on n'a pas besoin de si grosses batteries. Et l'impact en termes de CO2... Donc ça veut dire que c'est pas tout à fait adapté finalement au marché. C'est pas adapté au marché, alors que nous, le rétrofit, c'est justement l'art de comprendre le besoin et la demande de nos usagers. Et par exemple, pour les maires, on a dit, vous avez besoin de peu de kilométrage, pas de problème, on vous offre une possibilité de rétrofiter à 100 km pour 12 000 euros. Tout simplement. Et derrière, l'impact sur l'environnement est aussi beaucoup moins important. Pourquoi? Parce que ce qui émet du CO2, c'est la construction de la batterie. Vu que la batterie est plus petite, nécessairement, l'impact, il est moins grand, et c'est compensé beaucoup plus rapidement en roulant qu'une énorme batterie, comme on peut le voir sur certains véhicules. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez forcément vous déployer un petit peu partout en France, j'imagine. Maintenant que l'homologation est là, est-ce que vous attendez d'autres, en matière de législation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent tomber? Alors aujourd'hui, au niveau national, pas vraiment. Sincèrement, la réglementation nationale va plutôt bien. On a eu aussi l'intégration du rétrofit dans le prêt à taux zéro, dans les zones à faible émission, ce qui est une très bonne chose. Ce qu'on attend maintenant, c'est plutôt au niveau européen, une réglementation européenne qui soit, on l'espère, à l'image de la réglementation de la France, parce qu'elle est mieux disante, et on n'a pas envie qu'en termes de sécurité, on ait des véhicules aujourd'hui avec des batteries qui peuvent exploser n'importe quand, qui circulent sur nos routes, alors que nous, nos batteries sont homologuées comme des batteries neuves, finalement, et même encore un peu mieux que les batteries neuves à l'instant T, contre les chocs, contre le feu. Donc on tient vraiment à ce qu'on ait une homologation qui soit très stricte, très rigoureuse au niveau européen, et ce sera une force, y compris face à des rétrofiteurs anglais, américains, qui existent déjà et qui n'ont pas le même niveau de qualité. Et ça veut dire qu'il y a... en matière de bornes, par exemple, c'est comme une voiture électrique classique, il n'y a pas de problème, il ne faudra pas de borne spécifique? Non, il n'y a pas du tout de souci, ça pourra être rechargé à la maison, sur une borne à recharge rapide. Nous, on est revenu de Lens avec un véhicule rétrofité il y a quelques jours, on a pu recharger sur des bornes à recharge rapide et il n'y a vraiment aucun problème, c'est comme un véhicule électrique classique. Sur cette filière, parce que c'est une nouvelle filière, soyons clairs, on parlait de l'hydrogène, on parle de l'électrique et là du rétrofit, ça veut dire que création d'emplois? Oui. Ça veut dire que...
Ça veut dire création d'emplois sur le territoire. Surtout, moi je le dis, nous avons fait le choix de créer nos batteries en France, un choix fort d'un point de vue national, d'un point de vue économique. Nous avons fait le choix aussi de faire un partenariat avec Verkor, parce qu'aujourd'hui on est tout à fait transparent. Nos cellules, ce sont des cellules qui viennent d'Asie pour encore 2 ans, et après on passera sur des cellules françaises avec les cellules Verkor. On fait le choix vraiment de privilégier une fabrication qui soit nationale, et l'installation par essence, elle sera même pas nationale mais locale en réalité, puisque l'objectif c'est qu'à terme on puisse agréer des installateurs, nous et l'UTAC également, pour qu'ils respectent notre niveau de sérieux et de qualité, et que derrière, eux puissent monter en fait leur kit au plus près du client final, parce que ça aurait pas de sens de dire, nous, notre objectif, c'est de décarboner rapidement les mobilités, et en même temps d'aller chercher le véhicule du client de Marseille sur un poids lourd pour l'emmener à Paris. Ouais, ça va être compliqué. Ça aurait aucun sens. Aucun intérêt. Donc ça veut dire que vous vous déployez, vous allez trouver des partenaires chez certains garagistes. Ça veut dire que la filière va se développer et qu'il va falloir former tous ces gens-là. Oui, et l'intérêt qu'on a, c'est que aujourd'hui, l'électrification de nos parcs va coûter 1500 emplois par an. C'est pas moi qui le dis, c'est la NFA qui a fait une étude sur cela. Nous, par exemple, Incred Mobilities, notre impact sur 10 ans, c'est 300 000 véhicules rétrofités et 1400 emplois créés. Donc quand on ajoute tous les rétrofiteurs, en fait, ces personnes qui ont des compétences très claires et qui sont très compétentes sur un territoire, qui ont été bien formées, on va pouvoir derrière les reconvertir, elle aussi, c'est une autre forme de rétrofit finalement, pour pouvoir convertir les véhicules thermiques à l'électrique, et donc faire en sorte que l'électrification n'entraîne pas une explosion du chômage. Eh bien, vous restez avec nous, Damien Pichereau. On revient dans quelques instants. Directeur des affaires institutionnelles de Rêve Mobilities. Ça tombe bien parce que nous, on est avec Mobility TV, comme quoi. Il y a une... Et on va parler d'un autre sujet qui n'est pas finalement très loin. On reviendra sur Faral Automotive, qui permet de reconditionner des vieux moteurs, des culasses, des boîtes de vitesse, et vous allez voir que finalement c'est peut-être aussi une filière qui est pas loin de la vôtre. On reste ensemble jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue avec nous pour cette émission avec Mobility TV. On parlait de rétrofit il y a quelques instants avec Damien Pichereau, qui est toujours avec nous, directeur des affaires institutionnelles de Rêve Mobilities. Et puis Sébastien Lerendu est avec nous. Bonsoir Sébastien Lerendu. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes directeur général de Faral Automobile. Vous, d'abord, c'est une entreprise qui ne date pas d'hier, parce qu'elle a 90 ans, et elle ne les fait pas parce qu'elle est de nouveau, elle est très jeune et très en phase avec la société de demain. Vous êtes au cœur de la Mayenne. Votre cœur de métier, c'est quoi finalement? C'est le reconditionnement des vieux moteurs? Tout à fait, c'est ça. C'est le reconditionnement des moteurs, des boîtes de vitesse et des culasses. Notre métier, c'est de récupérer des moteurs qui ne fonctionnent plus, qui sont abîmés, de les amener dans notre usine. On a à peu près une 50aine de personnes à travailler à Laval. Monsieur Pichereau connaît bien, puisque nous sommes très proches en matière de territoire, et nous avons déjà eu la chance d'échanger ensemble. Et nous refaisons complètement le moteur pour le remettre à disposition de nos clients pour être livré, et nous récupérons de nouveau le moteur abîmé, etc., etc. Donc on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais vous travaillez avec le particulier, vous travaillez avec des garages, avec des constructeurs. Qui sont vos clients? Alors nous, nos clients, c'est majoritairement des distributeurs. Oui, d'accord. Qui ensuite, eux, vendent à des garages. C'est un choix de Faral Automotive de rester comme ça un partenaire de nos distributeurs. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui ces moteurs, j'imagine que vous les rendez avec 0 km? Avec une garantie. Et une garantie d'1 an. Et Damien Pichereau, puisque vous êtes là, vous, quand vous rétrofitez, j'utilise des mots qui n'existent pas, mais ils vont exister dans quelques instants. Bientôt. Est-ce qu'il y a une garantie sur le rétrofit? On garantit 5 ans les véhicules. Effectivement, ils repartent pas avec 0 km parce que c'est le kilométrage du châssis qui compte. Donc on va différencier le kilométrage du châssis et du moteur pour le coup. Mais oui, il y a une garantie derrière sur le système, évidemment, pas sur tout le reste. Les freins ou autres, ils sont vérifiés, mais il n'y a pas de garantie sur cela. Vous avez présenté, Sébastien Lerendu, un prototype d'un moteur diesel reconditionné pour fonctionner, pour le coup, au bio-GNV. Absolument. C'est une technologie qu'on a développée avec un partenaire de la région toulousaine. On est les seuls à le faire, puisque c'est un système breveté pour le moment.
Donc nous aurons demain l'opportunité de proposer à nos clients de garder leur véhicule. Donc nous avons ciblé principalement des véhicules équipés, que ce soit des caisses frigorifiques, des ambulances, des camions de pompiers, enfin voilà, tout ce qui nécessite un équipement additionnel pour pouvoir amener une économie importante aux clients, puisque vous gardez votre véhicule, vous l'amenez chez nous ou chez notre partenaire, vous le récupérez environ une semaine après avec un moteur et une carte grise gaz qui vous permet d'être normalement validé critère 1 et d'intégrer les ZFE demain. Vous parlez d'entreprise ou ça veut dire que pour le particulier, ça n'est pas possible ? Non, pour les raisons qu'évoquait M. Pichereau tout à l'heure, il y a une notion d'homologation qui coûte excessivement cher. Et de développement R&D sur chaque moteur, qui fait qu'on peut pas se permettre d'aller dans une multitude de moteurs. Et nous avons ciblé principalement nos clients, que sont les professionnels, puisque nous travaillons majoritairement avec des professionnels, des artisans notamment. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça veut dire que tous les artisans aujourd'hui qui ne pourront plus rentrer dans ces ZFE dans certaines villes de France, grâce à cette reconversion du moteur, ce sera possible ? Absolument, absolument, et pour un coût très intéressant, puisque le coût du véhicule n'impacte pas. Il y a juste la transformation du moteur, donc ça nous permet nous de garder notre métier historique, de le transformer, puisque aujourd'hui on fait du diesel, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le diesel n'est pas trop en odeur de sainteté dans les projets liés à l'industrie automobile et la mobilité. Donc ça nous permet nous de nous projeter, de garantir l'emploi, de développer l'emploi sur les territoires, puisqu'il est hors de question de partir ailleurs. Ce sont des solutions qui sont locales, c'est la création d'une vraie filière, alors, qui existe déjà depuis longtemps sur le moteur thermique diesel, mais qui maintenant pourra se projeter sur le gaz. Donc mais ça veut dire que c'est l'avenir de Farallon, automotive. Aujourd'hui, j'imagine que vous avez à peu près une cinquantaine de salariés, donc c'est forcément leur métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être demain, que ce soit sur le rétrofit ou sur le reconditionnement, il va y avoir une filière, des CAP, des formations, c'est ça ? Oui, alors nous sommes en contact avec la Fab Academy qui est située à Nantes, qui est un institut de formation, et Richard Simon, son dirigeant, nous a proposé de nous accompagner dans le développement en remettant certaines formations au goût du jour, parce qu'on est dans un territoire industrielle. La Mayenne n'est pas qu'agricole, elle est aussi très industrielle. Et nous avons des taux de chômage qui sont faibles. C'est une très bonne chose. Donc il faut aussi qu'on puisse accompagner le développement de l'entreprise. Et on travaille sur des moteurs des véhicules qui ont quel âge, par exemple ? À quel moment ça commence à devenir intéressant ? Aujourd'hui, nous, dans le remanufacturing tel qu'on le fait, on intervient sur des véhicules qui ont entre 7 et 14 ans. Demain, dans le projet de transformation gaz dont on vient de parler, on sera sur des véhicules qui souhaiteront intégrer les ZFE. Donc ce seront des véhicules qui seront en état de fonctionner, mais qui auront opté pour une solution qui est écologiquement viable, économiquement viable, et à l'usage aussi, puisque c'est beaucoup plus simple pour un artisan d'aller faire le plein. Il y a plein de stations GNV bio-GNV, qui sont en train d'éclore un peu partout en France, et notamment autour des grandes villes. C'est pas par hasard. C'est beaucoup plus simple d'aller faire le plein d'un véhicule que de trouver une borne de recharge. Ah oui, ça je vous confirme. Je vous confirme. C'est une évidence. En fait, c'est pas que la création d'une filière de transformation des moteurs thermiques et du remanufacturing. Nous faisons partie d'une association qui s'appelle France Autoriman, qui regroupe pas l'ensemble, mais qui regroupe un peu plus d'une quarantaine d'entreprises françaises qui font du remanufacturing. Donc la filière, elle existe déjà. Maintenant, on doit la développer. La pièce remanufacturée et d'occasion ne pèse que 5% en France des ventes de pièces. Aux États-Unis, par exemple, c'est 15%. Dans les pays du nord de l'Europe, c'est très développé également. Donc il faut aussi qu'il y ait des incitations, qu'elles soient fiscales ou autres. Bon, ça j'y crois pas trop, mais qu'elles soient incitatives au niveau de l'État. Par exemple, on a dans cette association quelqu'un qui fait du remanufacturing de pneus, qui s'est lancé dans un challenge très sympa et impressionnant, puisqu'il est à Béthune et il a repris l'ancien site de Bridgestone pour son projet. Eh bien, l'État impose aux collectivités d'acheter d'abord du pneu comme ça, avant d'aller acheter du pneu neuf, bien souvent chinois et peu cher. Alors, il y a un truc qui fonctionne très bien chez vous deux, c'est que finalement, c'est français, et on a l'impression que les gens cherchent aujourd'hui du français. Damien Pichereau, vous inaugurez aujourd'hui, le 1er décembre, le premier labo de rétrofit à Paris. C'est quoi exactement ?
Alors c'est déjà un siège social avant tout C'est déjà bien, pour c'est qu'on bien d'avoir un siège puisse social. travailler tous ensemble, toutes nos équipes, que ce soit la R&D, l'équipe commerciale et tout ce qui est support derrière, relations institutionnelles évidemment. C'est aussi un lieu de R&D. Très clairement, qui va nous servir à développer nos futurs prototypes, et c'est un lieu qui conjugue le passé et le présent. Ça veut dire que ça va être encore en mutation aujourd'hui? Il y a une mutation qui va... Alors c'est surtout que le lieu, quand je dis conjugue le passé et le présent, c'est qu'on a gardé la moitié du lieu comme étant un vieil atelier, mais c'est un atelier SAB, un des derniers de Paris, et on a gardé le look d'époque avec les pierres apparentes, avec les vieux outils, même parfois avec la poussière. Et de l'autre côté, on l'a fait blanc clinique. Moi, je rigolais en disant, on a l'impression d'être dans le siège social de Facebook quand on regarde de ce côté-là. C'est vraiment blanc clinique, et on arrive à conjuguer les deux en se disant, on fait le lien finalement entre, et c'est là tout l'intérêt de l'économie circulaire quand on parle de gaz ou d'électrique, on parle finalement d'économie circulaire, c'est de se dire on fait le lien entre ce qui existe déjà, qui est sur nos routes et qui marche très bien, qui n'a qu'un défaut, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le moteur et l'énergie du moteur finalement, et on pour le les transforme rendre un peu plus propres, pour les rendre plus abordables également, et faire en sorte qu'on puisse rouler partout et sans polluer l'air, et surtout sans polluer aussi au niveau santé derrière, ce qui est extrêmement important. En tout cas, merci messieurs, en tout cas de ces belles inventions et de ces belles initiatives. Merci Damien Pichereau d'avoir été avec nous, directeur des affaires institutionnelles de Rêve Mobilities, et merci beaucoup Sébastien Lerendu, directeur général, jeune directeur général, parce que vous n'êtes pas là depuis très longtemps quand même. Non, c'est une entreprise qu'on a rachetée, qui a été malheureusement en redressement et qu'on essaye de sauver avec mon associé. Absolument, et bravo pour ce que vous faites. La seule chose que je voulais juste ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on est bloqué par des freins législatifs qui nous empêchent de lancer ce projet. Vous avez un ancien député là, il peut vous aider, c'est un sujet qu'il connaît très bien. Il est déjà intervenu. Je suis déjà intervenu à l'époque. Aujourd'hui, j'ai d'autres fonctions. Mais je connais bien le sujet, effectivement. Il faut vraiment qu'on avance là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et en tout cas, c'est en parlant qu'on fera avancer les choses. Je rappelle le nom de l'entreprise, Faral Automotive. En tout cas, merci d'avoir sauvé cette belle entreprise. Vous restez avec nous, on se retrouve demain à 17h avec Philippe David. On vous souhaite une belle soirée. Dans un instant, Yvan Cujus sera avec nous et nous on se retrouve demain. Salut.